On va parler de l'agilité, mais plus que d'en parler, on va voir comment les gens ont réagi. Quand on a préparé cette table ronde, Sylvie l'a dit, c'était pour l'ITES qui aurait dû avoir lieu au mois de mars. Donc ça nous ramène en janvier-février, où on commence à trouver les thèmes et préparer les interviews. Et là, à ce moment-là, c'était encore l'agilité dans certaines entreprises, un mot un petit peu marketing, un buzz. 3 semaines après, tout le monde était plongé, donc ils ont tous des retours d'expérience à partager avec nous. Et on a choisi 3 personnes pour en parler. Philippe Cerceau, un petit gars qui bosse un peu au CAGIP. Et il va revenir. Mais il va revenir. Je lui ai dit tout à l'heure le mot de la fin, mais en fait, c'était le mot du début. Voilà. Ensuite, j'ai Bruno Prévost, qui, lui, est vice-président IS Group, Chief Technology Officer chez Thales. Et Bertrand Tisseron, qui est DevOps Service Line Leader chez Sanofi. Je vais d'abord accueillir Bertrand, qui, lui, fait partie des gens qui n'ont pas le droit de se déplacer. Et donc, nous allons le voir à distance. J'accueille tout de suite Bertrand Tisseron. Bertrand, êtes-vous avec nous? Oui. Bertrand, dites-nous bonjour. Bertrand qui n'a toujours pas été libéré. Vous m'entendez? Oui, super. Moi, je vous entends pas. Ah, c'est un peu embêtant. Est-ce que vous nous voyez? Oui. C'est l'histoire des singes, ça, là. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il nous voit? J'ai l'impression qu'il ne nous entend pas et qu'il ne nous voit pas. Non. Manifestement, on a un petit souci de connexion avec... Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais présenter tes invités qui viennent, Oui, on va commencer faire à ça. discuter avec eux, et quand Et puis, Bertrand est prêt, tu récupères Bertrand. C'est trop facile. Je crois que C'est le une très bonne idée. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut être agile, j'ai envie de dire. Bon, Soyons agiles. Alors, ben, du coup, j'accueille mes invités présentiels, Philippe Cerceau et Benoît Prévost. Sous vos applaudissements. Ah, bien sûr. Et j'espère qu'il n'y a pas d'allergique aux chiens. Toi Installez-vous. près du chien. Non, non, mais je vais... Toi, t'es là? Tu préfères être là? Oui. Vous voulez être près du chien? Bon. Hop. Bien, alors du coup, ça me bouleverse mon ordre de questions, mais soyons agiles aussi. Alors Bruno, vous travaillez chez Thales, on l'a dit il y a une seconde. Qu'est-ce qui a motivé Thales, à l'époque, à se lancer dans l'agilité? Oui. Assez vertical, assez local, les clients en défense. Il y a une dimension pays forte, il y a des dimensions transverses forces également. On a des global business units, on a des fonctions. Mais le monde évoluant, les marchés évoluant, même les marchés de défense évoluent. Maintenant, ils sont multi-partenaires, multi-pays. Et donc, on doit se réorganiser pour pouvoir répondre à ces nouvelles demandes. Donc, le PDG a lancé, il y a déjà 3-4 ans, une initiative autour de la transfo digitale du groupe complet. Et là, on est dans la deuxième grosse... Vous nous entendez, Bertrand? Oui. Ah oui, par contre, on n'a pas le studio. Et donc, on vient de lancer la deuxième grande étape qui consiste à transformer les fonctions, les organisations. Fonctions, c'est achat, RH, finance, engineering. Et on a lancé il y a 1 an et demi à peu près la transformation de l'ISIT, sachant que la transfo de l'ISIT, ce n'est pas seulement l'ISIT, c'est l'ISIT avec les fonctions, avec les business. Au service des métiers. Avec tout le reste, absolument. Je vais lui ranger. Et donc le but, c'est d'améliorer la perfo, d'améliorer le time to delivery, T'en en as eu assez, changeant l'operating model, en changeant la gestion de la demande, en upskillant les gens. L'aspect RH, mais je pense qu'on va y revenir, j'en suis sûr, même puisqu'on a préparé. L'aspect RH est très important et ça a été vraiment un des leviers de notre transformation. Un des thèmes que je voulais aborder avec vous deux, et vous trois avec Bertrand, c'est l'agilité et la gouvernance. A priori, ça rend un peu le paradoxe, parce que soit on est agile et on se déplace un peu n'importe comment, mais c'est difficile de gouverner, de garantir le cap. Comment est-ce que vous avez réussi cette gouvernance et jusqu'à quel niveau c'est monté au sein de Thales? Alors, ne commencez pas un projet de transformation agile sans que le plus haut sommet de la société soit impliqué et convaincu. C'est le PDG, c'est Patrice Kane qui a lancé cette transformation. Le COMEX est impliqué. On a des présentations COMEX tous les trimestres. Au CODIR de cette initiative de transformation depuis 2 ans pratiquement maintenant, on a 5 membres du COMEX. Donc si le PDG et les membres du COMEX ne sont pas convaincus et ne nous suivent pas au quotidien, c'est même pas la peine de commencer. Quand vous dites au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, on a des CODIR mensuels, plus des points réguliers avec le directeur financier qui nous suivent régulièrement, des points d'avancement sur le projet pour être sûr qu'on va dans le bon sens, que c'est efficace. Et puis, tu posais la question de la gouvernance, on a créé aussi, ça c'est un peu nouveau je pense, un accélérateur. On appelle ça un accélérateur. Et c'est l'équipe vraiment, c'est le barré-centre de toutes les initiatives, de tous les sujets.
qui est là pour nous aider sur le staffing, sur les problèmes RH, préparer les présentations. Ça se market, hein, des présentations sur une transformation agile. Quand on va présenter un COMEX, un directeur financier à des utilisateurs, ben, on n'utilise pas le même langage, les mêmes mots. Il faut quand même se vendre. Et en général, on n'est pas très bon côté ISIT. Alors ça, c'était la gouvernance, la macro-gouvernance décidée il y a quelque temps. Le Covid et la crise sanitaire arrivent. Et comment est-ce que ça impacte ces modèles de gouvernance? Alors le Covid, c'est un très bon exemple puisque on a mis en application finalement en début d'année ce mode agile. Puisqu'on avait déjà créé beaucoup de squads l'an dernier, enfin d'équipes agiles l'an dernier. Et finalement, de mars à mai, on s'est mis en mode cible, puisqu'on a traité tout ce qui est upgrade de nos capacités techniques et informatiques. On les a traités en mode agile en créant vraiment des squads. Et donc en supprimant toutes les barrières habituelles de l'organisation qui est comme sophistiquée ou complexe, on va dire, chez Thales. Et donc vraiment, on a fait la démonstration par la preuve finalement, que ça pouvait marcher l'agile. Et l'agile, pas forcément localisé. Hein. Les grands chantres de l'agile expliquent que tous les gens doivent être ensemble. Oui. On a prouvé qu'on savait faire une squad avec des Australiens, plus des Japonais, plus des Singapouriens, et ça marchait très bien. On en parle tout à l'heure avec Philippe, pareil, on a parlé de la transformation numérique du monde bancaire, donc du Crédit Agricole en particulier. Donc pareil, si on fait un petit peu d'historique, à quand remonte le démarrage des projets agiles, et puis après on verra qu'est-ce que le Covid a accéléré, vous l'avez déjà dit un petit peu en introduction. Des projets agiles, il y en a eu de façon sporadique depuis plusieurs années déjà. Ce qui a vraiment été différenciant depuis 18 mois maintenant, c'est la vraie volonté du groupe Crédit Agricole de se transformer et d'aller vers quelque chose de réellement digital. Comme pour Bruno, je pense que c'est une vraie prise de conscience au plus haut niveau de l'entreprise. D'ailleurs, il y a un nouveau DGA qui a été nommé, et ce DGA est en charge de l'IT et de la transformation digitale. Le principe est de dire que pour faire une transformation digitale, il faut quatre pieds au tabouret. Le premier, c'est tous les process vis-à-vis du business, vis-à-vis des clients. On est là pour ça. Les process internes. Même. Difficile d'avoir une entreprise agile et digitale si en interne on ne suit pas le rythme. Dépoussiérer un petit peu. Exactement. Mais... La RH, puisque ça change profondément les cultures et la technicité des gens. Et l'IT. L'IT est un des quatre piliers. Et donc dans ce cadre-là, la volonté de créer CAGIP, CAGIP étant un des accélérateurs de la transformation digitale du groupe. C'est vous qui êtes le bras armé informatique. Voilà. Et donc ça a commencé il y a un peu plus de 18 mois maintenant, avec la volonté d'utiliser CAGIP pour créer des plateformes qui sont les plateformes qui vont supporter justement toute cette transformation digitale. Bien, alors on me dit que Bertrand est de retour parmi nous. Bertrand, est-ce que cette fois-ci vous nous entendez? Alors, vous nous entendez, mais nous on ne vous entend pas. Ah, ça y est! Waouh, la magie. On vous entend, on vous voit, c'est que du bonheur. Alors du coup, Bertrand, allez, bim, première question, un petit peu sur le modèle de celle que j'ai posée à Bruno et à Philippe. Vous travaillez chez Sanofi, donc là aussi, c'est une entreprise dans un secteur un petit peu différent du vôtre, dont on a beaucoup parlé depuis le mois de mars, l'environnement pharmaceutique. Donc, en quoi est-ce que ce secteur a eu besoin de se rendre agile, lui aussi? Déjà, parce qu'on a démarré une stratégie de transformation digitale au niveau du groupe. Donc, on a de plus en plus d'équipes projets en fait, qui travaillent en mode agile. J'utilise les services cloud public, puisqu'on a une migration massive vers du public cloud. Et donc, une volonté d'accélérer avec... on va raccourcir les délais des cycles de POC, de Proof of Concept, de MVP. L'objectif, c'est d'accélérer phase amont avec ce qu'on appelle un try fast, fail fast, et vraiment accompagner cette transformation digitale. Puis on souhaite aussi accélérer l'automatisation des services, des processus, tout en utilisant des outils DevOps. Aujourd'hui, on le sait, dans la pharmacie, on est dans un domaine fortement réglementé, où il faut produire énormément de documentation avec une traçabilité très importante. Et donc, en fait, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est générer cette documentation automatiquement
en utilisant une toolchain DevOps comme celle qu'on a aujourd'hui, qui est GitLab, Jira, Confluence, associée à de la signature électronique, afin d'automatiser le plus possible et d'accélérer le release en fait des versions des applications. Bertrand, quel était votre existant informatique à cette époque-là et quels étaient vos objectifs de transformation? Bon, alors on y est encore, parce qu'on est encore au milieu du gué, on va dire, et on a encore beaucoup de travail à faire, mais on a eu une organisation orientée service, avec des plateformes de services, des services owners, des services qui étaient à la demande via un portail. Mais avec les équipes qui travaillent en mode agile et en mode DevOps, les équipes applicatives, elles veulent consommer les services directement depuis leur environnement de dev, depuis leur pipeline CI/CD. Donc c'est des API, des choses comme ça qu'il faut mettre en place. Des API, exact. Et donc, on a monté donc une plateforme globale Sanofi qui intègre entre autres des outils comme GitLab pour de la gestion de code et du CI/CD, du Terraform pour tout ce qui est provisioning de ressources et d'Ansible pour leur configuration. Alors, cette plateforme, elle est commune infrastructure et application, c'est-à-dire qu'on partage la même plateforme. Et ce qui nous a permis de travailler sur l'intégration de cette plateforme avec l'ensemble des environnements de hosting, aussi bien du on-prem, du cloud public que la plateforme de containers. Et l'objectif, c'est de laisser un maximum d'agilité aux équipes projet, mais tout en assurant au sein de cette plateforme la maîtrise des contraintes FinSecOps qui sont appliquées au fil de l'eau, au fil des pipelines et du delivery. Philippe, vous avez entendu Bertrand prononcer le mot plateforme, ça doit être raisonné de façon familière, parce que vous en avez monté plusieurs de plateformes. Oui, alors déjà, qu'est-ce qu'une plateforme? Eh bien, commençons par la question. Alors, dans notre conception, puisque derrière il peut y avoir effectivement plusieurs sens derrière, mais dans ce que l'on a monté, une plateforme, c'est la manière de consommer des services sur étagère quand une entité du groupe y souscrit. Une plateforme, il y a 3 grands types de composants. Il y a 2 composants qui, dans tous les cas, seront pris. Et quand une entité souscrit à cette plateforme, elle aura l'intégralité de ses fonctionnalités. La première, c'est un modèle de delivery, un modèle de support. Et le deuxième, c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités cœur. C'est pas open bar. C'est pas open bar. Vous prenez la plateforme, vous avez l'ensemble de ces fonctionnalités, pas de cherry picking, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, vous avez des fonctions additionnelles que vous pouvez prendre ou ne pas prendre, mais si vous les prenez, là aussi, vous les prenez sur étagère. Et donc, une plateforme est conçue selon ces 3 grands principes-là, et les fonctionnalités, ils sont positionnés. On a défini 4 grandes plateformes. Les 2 premières vraiment à sortir, une est opérationnelle et une est en cours de déploiement. C'est ce qu'on appelait la plateforme native et data. Donc, c'est vraiment une plateforme de type cloud qui apporte des infrastructures non résilientes, donc pour supporter des applications développées en mode natif digital et où la résilience est apportée par l'application. Par les applis. Donc une application qui va là-dessus, elle est microservicée, orchestrée, stateless, etc. Okay, et donc le rôle de l'infrastructure est d'apporter des services sur étagère, consommables sous forme d'API qui vont être appelables par l'application. Vous avez prononcé le mot cloud tout à l'heure, on est dans la banque, c'est du cloud privé ou c'est du débordement? Je dirais peu importe, à partir du moment où l'application est développée en mode natif digital, après, elle peut supporter le fait d'être dans le public ou en privé. À date, aujourd'hui, on est sur du cloud privé, donc on a mis des infrastructures vraiment en mode commodity, l'intégralité du stack logiciel est open source, d'accord ? Et on est en train de travailler sur de l'hybridation pour aller consommer du service à valeur ajoutée de façon ponctuelle sur tel ou tel cloud provider. Donc oui, on fait des expérimentations sur le public, mais on veut évacuer le lien natif public justement pour des problèmes de sécurité, de réglementation, de frilosité de telle ou telle entité. Ce n'est pas le sujet, on supporte le public et on met un stack privé de façon à enlever tout problème lié au public. C'est à l'entité après qui consomme le service de choisir. Je le mets sur le privé ou je le mets sur le public. Vous avez aussi une plateforme legacy, je crois. Alors ça, c'est ce qui a été la base. Et donc, on a bien un stack CI/CD qui va du développement jusqu'à la mise en production sur ce natif.
De même, là, avec la création de Kagip, on a fusionné un certain nombre d'entités. Donc, on est en train de concevoir, elle est maintenant en production, on va commencer les premières migrations, une plateforme open traditionnelle sur le même principe. Toujours les 3 modules, un modèle de delivery et de support, core feature, add-on feature, qui sera en fait une plateforme où l'infrastructure apportera de la résilience et on pourra mettre dessus des applications qui, elles, auront besoin de résilience parce qu'elles ne le géreront pas elles-mêmes, donc un mode assez classique, si ce n'est que c'est une dérivation du stack CI/CD fait par la natif qu'on orientera vers la plateforme open traditionnelle. Et puis, même chose sur la partie Workplace, dans son ensemble, la conception d'une plateforme Workplace qui va des espaces de réunion consommables sous différentes formes de l'entreprise jusqu'au poste de travail dans son ensemble, donc avec les logiciels de travail collaboratif, le poste de travail, la téléphonie, la visio, la voix, etc. Et puis, le mainframe, par ailleurs, qui vit encore de belles années, qu'on va essayer de concevoir et de rationaliser sur le même principe. 4 plateformes. Bien. Alors, vous êtes tous les 3 dans des entreprises qui sont soumises à un champ réglementaire important, la banque, la pharmacie et la défense. Alors, quand on est dans ce milieu-là, c'est a priori assez sclérosant, la réglementation. Comment est-ce qu'on concilie conformité réglementaire et agilité, Bruno? Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est sclérosant, évidemment. Non, mais c'est pas une contrainte, ce sont des exigences. Alors, il y a quelques règles de base à appliquer, qu'on se transforme vers l'agile ou pas. C'est la première, ne jamais surinterpréter les réglementations. C'est-à-dire sécuriser la donnée au juste besoin et pas plus. Respecter les réglementations, évidemment, mais ne pas en faire plus. C'est le meilleur moyen de monter des usines à gaz qui vont coûter cher, qui vont prendre du temps. Il y a une règle 1 parce qu'il y a une règle 2. La règle 2, c'est toujours commencer par des data assessment. C'est-à-dire qu'avant de lancer la moindre initiative, on identifie la personne côté métier, business, qui va être capable de se prononcer sur la criticité de la donnée et de nous dire, ben voilà, on peut lancer ce projet, cette donnée, on peut la mettre en cloud externe, en cloud interne, j'allais dire sur le réseau normal, ou dans un cloud interne sécurisé, parce que c'est du country only, parce que c'est réglementé, etc. Cette règle 2 est absolue, ne jamais démarrer un projet agile, une initiative sans faire ce data assessment, sinon on va droit dans le mur. Parce qu'on va se rendre compte, au moment d'appuyer sur le bouton pour la mise en prod, que, ah ben non, finalement, c'est un peu sensible. Donc, trouver la personne, le CDO quand il existe, le chef de projet quand il existe, qui va pouvoir s'engager. C'est encore à la mode, ça, CDO, c'est un terme qu'on entendait... Alors, au cas où mon CDO regarderait la vidéo, donc oui, absolument, c'est un métier indispensable. Oui, absolument. Bon. Non, en tout cas, il faut des responsables de la donnée, quoi qu'il arrive. Je vous donne 2 petits exemples concrets. Hein. Quand on démarre un projet, on déploie une application achat. Il faut qu'on voit avec le directeur des achats, vérifier que tous les attributs dans l'ERP qui concernent un achat, ils sont sensibles ou pas. C'est un travail de fourmi. Une des premières squads qu'on a lancées Agile, c'est le réseau monde, la gestion du réseau monde, le WAN, équipe internationale. Qui s'engage pour dire que la configuration d'un firewall, d'un routeur français est accessible par un Hollandais et inversement que le routeur qui est à l'entrée d'une zone sensible aux États-Unis est accessible par un Français. Si on ne fait pas ce travail de fourmi en amont, on est mort. Donc là, pour le coup, on sait qui s'engage, hein, c'est le RSSI Group, c'est le directeur réseau monde, et puis voilà. C'est compliqué, c'est long, c'est juste indispensable. Alors, agile, c'est une culture, il y a un vocabulaire agile, mais il faut entraîner les collaborateurs à travailler différemment. Le management à manager différemment. Comment vous avez bousculé l'ordre établi et passé en culture agile? C'est super simple, il suffit de retirer la cravate, de venir en jean. Moi, je suis qu'à moitié agile, du coup. Non, alors, ce que ça, c'est que même les membres de notre COMEX ont été acculturés à l'agile. Donc, ils sont allés en formation agile. Babyfoot et compagnie, tout ça. Lego. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Ils l'ont très bien pris, ils ont tous participé, ils ont été tous moteurs. Donc en fait, on a fait la démonstration par la preuve, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On a trouvé des quick wins finalement, des vrais projets à démarrer qui ont fait leurs preuves pour tout le monde. Et on a marketé. Vraiment, on s'est amélioré dans la communication, on s'est fait accompagner, on y reviendra un peu plus tard. Et puis surtout, ce que je disais en introduction, c'est que le vrai levier, ça a été l'aspect RH, l'upskilling, création de nouveaux rôles, de nouveaux postes. Et c'est vrai qu'on a eu un fort engouement de nos 2200 informaticiens pour postuler à ces nouveaux postes, pour aller en formation, soit s'améliorer dans leur métier, soit vraiment se former sur des nouveaux métiers autour de l'agile. Je ne vais pas vous citer tous les métiers autour de l'agile, hein, les PO, les scrubs, les coachs, etc., les product
product leader, etc. Et ça, ce fait de marketer et puis vraiment d'insister sur cet aspect RH, upskilling de 80% de la population IS/IT Monde, c'est vraiment là, je pense, où on gagne la bataille. Alors, côté Sanofi, pareil, culture agile, ça s'est installé comment? Il y a eu des plans de formation, il y a eu du recrutement, il y a eu de l'upskilling, comme on vient d'en parler. Comment ça s'est passé chez vous, Bertrand? Il y a eu des formations sur la méthode SAFe avec des certifications. Et après, plus concrètement, alors d'une manière plus opérationnelle, plus dans la réalisation, il a fallu. C'est un contexte. Il n'y a pas que la partie agile, il y a la partie aussi contexte technique, puisqu'on doit comprendre de nouvelles façons de faire, nouvelles façons de délivrer. Et donc, sur une partie, il y a déjà les compétences des équipes. Il faut former les équipes aux outils DevOps. Il faut développer leur expertise aussi sur la partie public cloud ou cloud privé et sur la partie automatisation. Donc, c'est vraiment pour eux une transformation de leur métier. Ensuite, on a travaillé sur les services. Alors, comment changer la façon dont les services sont consommés, non plus via un portail, mais vraiment d'une manière autonome de la part des équipes applicatives qui travaillent en DevOps. Rendre ces services accessibles via l'environnement de développement et pouvoir, même si on est en mode agile, en sprint, dans des sprints, être capable de faire en sorte que les équipes applicatives consomment des standards qui sont maîtrisés. Et enfin, la dernière partie qui est l'operating model. Pour ça, il faut adapter l'operating model parce qu'on a un processus de delivery qui est plutôt basé sur un modèle centralisé. Il faut en faire un hybride où on a un mode décentralisé qui permet de gérer les infrastructures depuis l'environnement de développement de l'application. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à une organisation comme Sanofi qui est globale et à l'échelle. Philippe, de votre côté, on l'a dit, la démarche agile avait déjà commencé. Vous avez eu du temps suffisamment pour vous acculturer, pour faire les plans de formation. Je voudrais qu'on regarde le management. On parle des équipes, ça bouleverse les façons de travail, mais du coup, les gens sont plus autonomes et ça casse un petit peu des modèles hiérarchiques que peut-être d'autres banques que la vôtre mettaient en pratique. Comment s'est passée cette transition managériale? Je dirais que oui, il faut de la formation aux méthodologies. Alors, déjà, j'ai entendu tout à l'heure, agile, ça bouge tout le temps, c'est pas structuré. Si, une méthode agile, c'est extrêmement structuré. C'est pas le bazar. Un peu de discipline. C'est pas le bazar. Énormément de discipline. Non, alors bien évidemment, il faut de la formation, ça c'est une chose. Des nouveaux rôles, bien évidemment. Mais je dirais, moi, après, ça se vit et on voit que la principale évolution, c'est dans le savoir-être et dans le autour de l'expertise des gens pendant les projets. Moi, je me souviendrai toujours, en allant voir les équipes d'experts qui me disaient « Mais en tant qu'expert, nous ne sommes plus écoutés. » Ah bon? Ça veut dire quoi? Alors, explique-moi. En fait, ça voulait dire quoi? Auparavant, quand on faisait un projet, l'expert, il était au fond de sa grotte, bien protégé par sa hiérarchie, par le process. Il faisait son plan à 18 mois, il savait tranquillement ce qu'il allait... Avec une vue extrêmement technicienne. C'est rassurant, c'est rassurant. Donc, c'est rassurant, et donc très écouté, voilà. En fait, aujourd'hui, l'expert, on lui dit, attends, tu es un des membres du squad. Donc déjà, tu sors de ta grotte, puis tu vas aller voir les clients qui vont travailler avec toi. Et derrière, c'est sur la base de MVP, sur la base de release successifs qu'on va concevoir les choses. Donc si tu as un point de vue à faire valoir, à un moment donné, c'est à toi de te montrer convaincant. Et là, c'est autre chose. En termes de posture, en termes... Et là, ça se coupe beaucoup un certain nombre de personnes. Certaines sont très volontaires, mais ne savent pas. Alors certaines sont très volontaires, sont à l'aise là-dessus. Certaines sont très volontaires, mais ont du mal. Et d'autres auront beaucoup de mal à s'adapter. Et le fait de dire, je me souviens très bien d'ingénieurs sécurité qui me disaient, mais maintenant on ne s'occupe plus de la sécurité. Je dis, explique-moi ce qui se passe. En fait, son truc c'était, moi j'avais tel sujet de sécurité sur ces datas, mais en fait ces datas-là n'étaient pas concernées par la release 1, mais par la release 2 qui arrivait 3 mois après. Donc la release 1, évidemment, ne mettait pas en place les sujets de sécurité puisque les données n'étaient pas concernées.
Par contre, pour la Release 2, il avait un mal fou à comprendre ça. Le fait qu'on ne livrait pas un produit tout de suite fini avec les besoins de dans 18 mois, mais qu'on était avec une trajectoire, avec des releases successives, etc. Et ça, c'est quelque chose qui secoue beaucoup les gens sur le plan individuel et qui, en plus de ça, quand on regarde le fait que certains projets sont cross-entités, des fois cross-filiales, etc. Cross-pays. Et que donc on met en place des équipes diverses, et donc ça nécessite un très fort engagement, une très forte responsabilisation de l'intervenant qui va, au sein d'un projet, représenter son entreprise, son organisation, etc. Donc je pense que c'est tout ce qui secoue beaucoup les organisations, c'est plutôt ce qui tourne autour de la pure expertise, qu'elle soit méthodologie, qu'elle soit nouveau poste ou qu'elle soit d'expertise technique. Et c'est ce qui va tourner autour de tous ces modes de fonctionnement, le savoir-être, le positionnement, l'autonomie, la responsabilisation. Et je reviens sur le management, parce que du coup, on ne manage certainement plus de la même façon des équipes agiles que des équipes qui l'étaient moins. Les objectifs à atteindre ne sont pas les mêmes, les gens sont plus autonomes, plus responsables, donc ça doit bousculer aussi certaines formes de management. C'est là où encore on va parler de quel type de management, parce qu'il va y avoir le management qui est un type de management d'un squad qui va être orienté delivery, et puis il va y avoir le management qui, lui, va être dans la responsabilité de mise à disposition de ressources pour une équipe, et de checker, alors de l'aider, de lever les points de blocage et de checker au fur et à mesure si les orientations qui sont prises ne sont pas antinomiques avec l'entité que la personne va représenter. Donc bien évidemment, ça secoue pas mal les cultures établies. Bertrand, si on faisait un petit bilan aujourd'hui, fin 2020, de ce que vous avez accompli, notamment grâce ou à cause de la crise sanitaire, qu'est-ce que vous avez pu accélérer grâce à ça, en termes d'agilité évidemment ? En fait, sur des projets, surtout sur des tests, des projets en phase amont, on a pu accélérer les proof of concept et démarrer sur des MVP. Donc ça, c'est une partie accélération. La possibilité de regrouper des équipes, facilement des équipes multi-compétences, comme on disait, avec des expertises différentes, des gens qui n'avaient pas l'habitude de se retrouver face à impliqués dans des projets applicatifs. Et donc ça a généré vraiment une énergie, une fédération, une collaboration d'équipes multi-compétences globales. Et donc ça c'est déjà vraiment une avancée significative. Il reste beaucoup de gens embarqués. Et donc ça c'est un point important, c'est qu'il faut faire de l'upskilling, reskilling et puis donner l'opportunité aux gens de pouvoir tester ce nouveau mode. Et ça c'est un des points d'attention qu'on a pour les mois qui arrivent. Voilà, j'étais en train de consulter le chat pour voir s'il y avait des questions du public, il n'y en a pas. Donc je vous encourage à poser vos questions sur le chat. Du coup, on va poursuivre notre fil. Donc, on était en train de parler de petits bilans. Bruno, de votre côté, est-ce qu'on peut tirer un petit bilan de cette année ? Est-ce que cette dernière période a permis d'accélérer en termes d'agilité ? Oui, alors, bilan très positif. Et encore une fois, je veux mettre en avant l'aspect RH. On a vraiment embarqué tout le monde dans cette transformation. Tu parlais des experts. En parallèle, on a créé des comités d'expertise. Parce que la notion d'expert spécialiste n'existait pas dans la SIT. Côté métier, ça existe. Côté business, ça existe. On n'avait pas des gens qui avaient l'étiquette spécialiste ou expert émérite, etc. Et donc, on est à la deuxième séance de nomination, finalement, de vrais experts. Ça nous permet de découvrir des vraies pépites dans l'organisation. Quand dans une organisation informatique, on a 7 niveaux hiérarchiques, on se dit soit on nous cache du monde, soit des gens n'osent pas se mettre en valeur, et ça a permis vraiment de mettre des gens en lumière. Des gens qui, par la suite, se sont mis à postuler sur les différents postes qu'on a pu ouvrir. Et ça, je pense que c'est skills entre autres, pas que. Il y a technique, il y a soft skills, mais il y a aussi purement technique. Ah oui. Et donc, on a fait aussi un sondage, un assessment de toutes les capacités de tout le monde. On a demandé à tout le monde de s'auto-noter. Wow. Les 2200 informaticiens sur 70 critères, de 1 à 5. Et ça, on va dire anonyme. Et ça nous a permis de dire, voilà, telle personne, elle a tel profil, moyennant telle formation plus telle autre. Elle peut être PO, elle peut être Scrum Master, elle peut être coach agile, etc. Ça, c'est un peu révolutionnaire. Et plus de 80%, 85% de nos équipes ont répondu au sondage. Ça, c'est un vrai succès pour le coup. De votre côté, Philippe, un petit bilan à date ?
Un bilan à date, c'est que je pense que ce mode de fonctionnement s'ancre de plus en plus dans l'entreprise. On est maintenant à plusieurs dizaines d'applications déployées en production et on devrait être, si le plan de marche est respecté, entre 200 et 300 à la fin de 2021. C'est plusieurs centaines de personnes maintenant qui fonctionnent sur ce type de ce modèle opérationnel. C'est un changement profond. Je pense qu'il prendra du temps pour que, en dehors de projets qu'on lance spécifiquement, on rentre dans les gènes quotidiens. Je suis persuadé, moi, que c'est quelque chose de positif quand il est pensé de la bonne manière et qu'il est infusé dans l'entreprise sur la base, ce qu'on disait tout à l'heure, de projets et qu'on le vive. Hein. Ce n'est pas une formation théorique, allez hop, tu es passé à la moulinette et puis tu auras un projet dans 3 ou 4 mois. Il faut le vivre, il faut maturer les choses. Ça permet en revanche, et je reviens sur la partie RH, de vraiment mettre en exergue les aspects d'expertise et de les décorréler des aspects transverses et managériaux. Et ça veut dire qu'effectivement, la RH et la politique RH de l'entreprise ne doit pas concevoir comme seule filière de carrière la filière managériale. Promouvoir comme manager un expert parce que c'est le meilleur de son domaine, ça peut bien matcher s'il a les compétences et le goût. Oui, il faut. C'est perdre un expert et avoir un mauvais manager si on tape à côté. C'est bien de le dire. Et donc, ça veut dire qu'au niveau d'une RH, il faut vraiment assumer d'avoir des filières de carrière différentes. Et ça veut dire potentiellement qu'un expert reconnu comme un expert peut être payé 2 fois le prix d'un manager sur certains domaines. Je vous encourage à postuler chez Cagip. Alors, malheureusement, il y a 2 jours, David Proust, qui incarnait Dark Vador dans les premiers épisodes, nous a quittés. Donc, il est temps de parler un petit peu du côté obscur de l'agilité. Alors, peut-être pas le côté obscur, mais des points de vigilance. Allez, Bertrand, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut prêter une attention redoublée pour éviter de tomber dans des écueils ou dans des panneaux quand on se lance dans l'agile? Alors, il y en a beaucoup, mais je pense qu'on revient souvent sur l'humain et moi, je dirais 3 mots, hein, c'est practice, practice, practice. C'est au golf, là, c'est très difficile de se rendre compte, en fait, de l'impact, des enjeux, si on ne l'a pas vécu, si on ne l'a pas expérimenté. Et donc, bien sûr, on a des cursus de formation, etc., aussi bien pour des experts développeurs ou des product leaders, etc., mais il y a l'utilisation de cas concrets dans les projets où on utilise concrètement ces outils, où on interagit avec les équipes, où on utilise notre expertise et on apprend énormément de choses. Ça, c'est indispensable. Et donc ça, c'est important et c'est primordial, c'est de pratiquer. Et c'est souvent ce premier saut-là qui est difficile, où on doit accompagner les gens. Donc on fait on a des golden rules pour les guider, puis on a une sorte de onboarding session où on va leur faire le premier saut avec eux et puis après derrière les mettre dans des équipes applicatives là où ils n'ont pas l'habitude forcément d'interagir dans ce type de projet. Bruno, 30 secondes pour les petits points de vigilance. Un seul point de vigilance, embarquer tout le monde. Tu as prononcé un mot qu'il faut bannir tout à l'heure, c'est legacy. Donc arrêtons avec le modèle 1, le modèle 2, le DevOps, le legacy. Quand on se transforme, il faut embarquer tout le monde. Alors tout le monde ne sera pas, on crée des castes sinon, tout le monde ne sera pas en squad, en tribe, etc. Mais tout le monde doit être embarqué dans la réorganisation et dans la nouvelle organisation. Il faut arrêter de créer ces barrières. 36 secondes de conclusion, Président. Je pense que c'est une aventure. C'est réellement des nouveaux modes de fonctionnement. Ce que je disais, pratique, c'est ça, ça se vit et ça s'infuse. En revanche, je pense que comme ce qu'on a vécu sur cette année, ça va infuser et induire des nouveaux modes de fonctionnement. Au-delà des projets, je pense que les méthodes agiles vont provoquer des pivots dans un certain nombre d'entreprises demain. Un invité mystère se joint à nous, David Abiker. J'arrive en fin de cours, j'espère que vous n'avez pas posé la question au début parce que je n'étais pas là.
Moi, j'avais deux questions. Un, sur est-ce qu'on peut faire sans l'agilité? Est-ce qu'il y a des boîtes qui restent en dehors de cette agilité et qui réussissent et qui performent? Ou est-ce qu'on est obligé d'être souple? En fait, moi, je pense que c'est indispensable, mais c'est plus un prétexte qu'une chose indispensable. En fait, ça nous permet vraiment d'être plus efficaces. On pourrait sûrement être plus efficace sans faire de l'agile. Mais finalement, il y a un socle, il y a des process, il y a des règles sur l'agile qui nous permettent d'aller plus vite vers l'amélioration de l'efficacité. Et Philippe disait tout à l'heure, Philippe Cerceau, il disait que son patron lui avait dit « Mais expliquez-moi comment vous avez fait en 5 semaines, ce que vous avez mis tant de temps à faire avant la crise du Covid. » Et pour des raisons, j'imagine, de discrétion, Philippe n'a pas répondu ce qu'il avait répondu. Non, c'était de l'humour, je peux répondre. C'était de l'humour. Mais je voudrais savoir si cette question de l'hypothèse de danger n'est pas le meilleur fouet, pardonnez-moi l'expression. En fait, ma réponse a été, il y a eu 3 facteurs. 1, il y a eu alignement immédiat de tous les éléments d'objectif, puisque c'était on survit ou on ne survit pas. Donc quand on est tous alignés, c'est marrant, ça va tout de suite un petit peu mieux. Deuxièmement, c'était une proximité et pas plus de 24 heures entre les instances de décision au niveau de direction générale et l'exécution. D'accord ? Troisièmement, là c'est un peu mon côté iconoclaste, il y avait pu, autour de la table, les 422 personnes dont le seul job est vous dire que ce n'est pas possible, et les 427 comités qui mettent en valeur ces personnes-là. Oui, mais si on dit qu'il faut embarquer tout le monde... Non, mais ils sont embarqués. Ils sont mis devant leurs responsabilités. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là, le juridique, le réglementaire est là, et pas là pour dire que ce n'est pas possible, et là pour trouver une solution avec ceux qui sont autour de la table. Quand on met ça, c'est sûr que ça va plus vite. Et en fait, c'est quoi la méthode agile? C'est justement d'avoir tout le monde autour de la table, chacun dans son couloir de nage, mais pour avoir un seul objectif commun et alignement d'objectifs, qu'est-ce qu'on délivre alors, à la fin de ce sprint, le sprint étant 1 semaine, 15 jours, 1 mois, etc. Et c'est ça, en fait, que c'est derrière. C'est les différentes composantes qui sont toutes parties prenantes et qui doivent être dans un objectif de delivery à la fin du sprint. Donc, tout le monde est orienté solution. Ce matin, la une de la Dépêche du Midi, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, c'était l'augmentation prodigieuse des arnaques sur les sites où on commande, les sites commerciaux. Et Dieu sait qu'il y a eu une abondance d'activités sur les sites commerciaux, plus que d'habitude, et qui accompagne cette croissance. Ce qui m'amène à vous poser la question des enjeux de sécurité par rapport à l'agilité. Est-ce qu'il y a une contradiction entre l'agilité et les enjeux de sécurité aujourd'hui ? Non, je peux répondre, hein, je peux en parler des heures d'ailleurs. Oui, c'est chez Thales, vous êtes tous confidentiel défense. On est beaucoup confidentiel défense, mais alors c'est 45% de défense, Thales, c'est 55% de civil maintenant. Non, c'est pas contradictoire du tout, il faut simplement appliquer les bonnes règles au juste niveau, au bon endroit, et surtout pas plus. Parce qu'on en paye les pots cassés de toute façon, parfois des années après. Quand vous voulez faire un data lake, et si vous estimez que vos données sont trop sensibles, la moitié sont en country only, l'autre moitié sur le réseau normal, et la troisième moitié dans le cloud, c'est juste ingérable. Donc dès le départ, appliquons les bonnes règles, mettons les données au bon niveau de criticité, au bon endroit, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai plus de questions, j'espère qu'aucun microbe n'aura circulé entre nous, je m'éloigne. Hop. Bon, écoutez, Bertrand, merci de nous avoir rejoints, même à distance. Merci. À bientôt, Bertrand. Et il nous reste à raccompagner maintenant Bruno et Philippe. Merci, messieurs, pour merci à vous. Participation.